semaine, je vous emmène à la rencontre de Sandrine et Catherine Hérault. Ces deux sœurs girondines se sont associées pour développer leur domaine familial. Ensuite, direction la Provence pour la visite du château Grand-Boise, un domaine d'exception aux multiples cépages. Et bien sûr, nous retrouverons Olivier et Guilherme, notre chef et notre sommelier. Et pour tout ce qui concerne le vin, n'hésitez pas à poser vos questions à Jacques Legros de terreetvigne.com. La question que je me pose est qu'est-ce qu'un vin naturel? J'ai envie de vous répondre qu'un vin, c'est naturellement naturel. Évidemment, c'est le fruit de la vigne, comme celle que vous voyez ici en pleine somnolence. C'est l'hiver, elle va bientôt se réveiller, rassurez-vous, au printemps. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, je vous signale qu'on est ici dans un vignoble en plein cœur de Paris. Et oui, on l'entend peut-être d'ailleurs le bruit des voitures qui passent pas très loin. Et c'est assez étonnant de voir ça. Donc, le raisin lui-même, c'est lui qui va donner le vin. C'est-à-dire que le sucre du raisin va se transformer en alcool. Et puis la pulpe va donner le jus. Et puis la peau va donner la couleur, si on schématise vraiment. Et derrière tout ça, il y a un phénomène archi-naturel, c'est celui de la fermentation. C'est Louis Pasteur qui a découvert le principe de la fermentation au 19e siècle. Alors, c'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est lui qui l'a trouvé. Et la fermentation, elle est on ne peut plus naturelle. Alors, me direz-vous, peut-être qu'il y a des vins plus naturels que d'autres. C'est vrai qu'aujourd'hui, la tendance chez la plupart des viticulteurs, c'est la viticulture raisonnée. Ça veut dire quoi? Raisonnée, tout est dans le mot. Ça veut dire qu'on essaie d'utiliser le moins de produits chimiques possible. Mais on ne peut pas lutter non plus contre certaines maladies comme le mildiou, comme l'oïdium, sans rien faire, parce que sinon il n'y aurait pas de récolte. Donc de temps en temps, c'est dans ces cas-là, comme en 2012 d'ailleurs, millésime compliqué, on a dû ajouter un peu de cuivre, un peu de bouillie bordelaise, mais ce qui n'est absolument pas mauvais, en tout cas pour notre santé. On peut encore aller plus loin, c'est le vin bio. Vous allez me poser la question. Le vin bio, c'est effectivement l'étape d'après, c'est-à-dire qu'à la fois la vigne, on ne met plus de produits, sauf ce que je vous ai dit. Et puis, quand on élève le vin, on essaie d'éviter, on limite au maximum le soufre qu'on met dedans. Vous savez, sur les étiquettes, il y a écrit contient des sulfites. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le soufre, c'est ce qui stabilise le vin. C'est-à-dire que si on ne met pas de soufre, le vin est intransportable. Seulement, que fait-on? Attendez le klaxon. Que fait-on? On essaie de limiter au minimum la présence de soufre dans le vin. Et ça, on le fait très bien aujourd'hui. Autre partie de la question, le vin doux naturel, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Baume de Venise, Muscat Frontignan. Alors, c'est un vin dans lequel, à un certain moment de la fermentation, au début, on a rajouté de l'alcool. Mais ce vin doux naturel, c'est ce qui fait, le mot naturel, c'est ce qui fait la réputation de ces excellents muscats. L'une est passionnée de littérature et de théâtre, l'autre d'œnologie. Sandrine et Catherine Hérault associent leurs tempéraments si différents depuis un peu plus de 10 ans maintenant, et elles le font avec succès. Leur domaine viticole dans le Médoc prospère, et ce, dans les règles de l'art. Cathy et moi, on a deux rôles bien définis. Donc, moi, je suis plus sur la partie marketing, commercial, communication, administratif, traçabilité également du produit. Alors que Cathy est plus la technicienne, donc elle s'occupe du vin, des vendanges jusqu'à la mise en bouteille, en passant par l'élevage en barrique et également les conduites de tracteurs. Mon père faisait qu'un élevage cuve, uniquement de la récolte jusqu'à la vente du vin, il faisait uniquement de l'élevage cuve. Aujourd'hui, on a le chai à barrique en plus, où il y a quand même 400 barriques dedans, donc c'est vrai que ça fait beaucoup de travail, mais c'est vrai qu'au niveau qualitatif, c'est une satisfaction. Ça a évidemment entraîné un changement commercial qui était réfléchi au départ. En fait, c'était un peu l'objectif, d'abord changer la qualité, pour ensuite changer l'objectif commercial. Mon père vendait en rend-de-mise ou en vrac. Donc en fait aujourd'hui on est sur une vente à la bouteille puisqu'on va proposer des vins qui ont été élevés 24 mois. C'est une bouteille qui est signée aujourd'hui, dont on assure la traçabilité de la vigne jusqu'au produit. Point de vue désherbage, on a réduit nos désherbantes puisqu'on ne désherbe plus que sous le pied.
Bientôt, on grattera juste la terre sous le pied de vigne pour enlever l'herbe et on ne désherbera plus. Et ensuite, au niveau traitement phytosanitaire, donc pour traiter les maladies de la vigne, on travaille étroitement avec des techniciens agricoles qui passent régulièrement sur le vignoble pour voir l'avancement des maladies et nous traitons raisonnablement. Et on s'est lancé dans le no-tourisme dans les années 2000-2002. Un petit peu par hasard, parce qu'on avait une demande de touristes qui passaient régulièrement sur la propriété. Donc on a d'abord apporté classiquement des dégustations gratuites sur l'exploitation. Puis petit à petit, on s'est associé à des artistes assez différents chaque année. Et on renouvelle du coup chaque année une exposition. Là, cette année, on a Fred Le Pop, qui est un artiste bordelais. Le thème en fait de l'exposition nous a beaucoup plu, avec une exposition sur la lutte contre la malbouffe et le retour aux sources et au terroir. Avec Cathy, nous représentons la 7e génération du château Saint-Christely, donc une transmission faite par nos parents très réussie, d'abord par le biais d'un GFA, puis aujourd'hui en EARL, dont nous sommes toutes les deux co-gérantes. Nous avons eu beaucoup de chance et nous espérons un jour qu'une de nos filles reprenne le flambeau derrière nous et qu'elles représenteront la 8e génération. Salut Guilherme. Bonjour Laetitia. Alors tu vas nous apprendre à ouvrir une bouteille aujourd'hui? Oui, et à la servir. Alors, Très bien. Comme tu peux voir, je t'ai apporté plusieurs tire-bouchons aujourd'hui, Oui. de formes différentes. Lequel tu prendrais toi, chez toi? Celui-ci. Ouais. Oui. Bah, vas-y, passe à l'acte. Allez, on va regarde. essayer ça. Si je peux me permettre, ça ne s'ouvre jamais au-dessus, c'est toujours en dessous de la bague. D'accord, bah, j'ai toujours ouvert au-dessus en Ouais. fait. Hein. Ah oui, toujours. Bah, c'est vrai que beaucoup de gens se trompent. Là, Parce que je c'est trouve ça plus facile en fait au-dessus. Bah, comme Alors, tu peux voir, c'est aussi Pourquoi on le ça. fait en dessous et pas au-dessus? Bah, tout simplement parce que tu sais, c'est des collerettes en métal. Tu vois, justement, c'est plus difficile à retirer. Tu veux que je t'aide? Ça va. D'accord. Non, et c'est comme tu peux voir, c'est en métal et du coup ça peut donner un goût au vin quand tu le verses et que tu le. Moi, je vais me lever. Mets bien ta vrille au milieu. Ouais. Et généralement c'est le tire-bouchon qui tourne et pas la bouteille. D'accord. Je suis fille de vigneron, hein, mais ça c'est la honte. Attends, ça doit être le stress. J'ai envie de trop bien faire. Non, ça va aller. Très bien. Non, attends, le bouchon liège là, je vais le casser. Écoute, on va le faire. Fais comme tu le sens. Voilà. Ah oui. Je crois que j'aurais mieux fait de prendre l'autre tire-bouchon. Effectivement, c'est un peu compliqué. Voilà. Génial, génial. Bon, c'était pas génial, arrête. Alors, comme on a pu voir, tu t'es très bien débrouillé avec la t'es première gentil. bouteille. Et puis, bah là, je vais simplement te montrer avec un autre tire-bouchon pour que tu vois que c'est quand même un petit peu plus facile, bien que ça soit un bouchon en plastique. Bouchon en plastique, le seul intérêt, c'est que, bon, que ça soit étanche. Ça sera un peu plus dur à planter la vrille. En revanche, il n'y a pas de risque de casser le bouchon. Voilà. Donc là, je fais bien en dessous de la bague. C'est très important. Hop. Bon, ça va, hein, je m'en sortais pas si mal, hein, je rigole. Exactement. Ici, je mets bien la vrille au milieu. Et là donc, la particularité de celui-ci, c'est que tu as 2 crans. Voilà, c'est ça. Ça te simplifie tout simplement l'ouverture Parfait. de ta bouteille, juste ici. Donc, et puis maintenant, une fois que les bouteilles sont ouvertes, Faut les servir. il faut les servir. Alors, est-ce que tu connais cet objet? Oui, Tu sais comment je ça connais, mais s'appelle? j'utilise rarement en fait. Ouais. Un stop-goutte. Exactement. Ouais. Et donc on met ça comme ceci, et puis après, ça permet de pas en mettre partout. Voilà, surtout pour le vin rouge, quand sur une nappe blanche, c'est vrai que. Il y a beaucoup de ça problèmes fait pas. généralement. Et alors, en ce qui concerne le service, pour les vins blancs, on va servir de toutes petites quantités parce que faut que le vin reste frais. Au détriment du vin rouge, où là on peut servir des quantités un peu plus raisonnables pour que le vin s'ouvre davantage.
Merci Guilherme. Après avoir ouvert cette bouteille de rosé de Saint-Tropez, on reste dans le sud de la France et je vous emmène à quelques minutes d'Aix-en-Provence, au château Grand-Boise, un domaine atypique de 45 hectares de vignes et aux multiples cépages. Donc on est situé sur la commune de Traite, qui est à 10 minutes ou un petit quart d'heure d'Aix-en-Provence. C'est un domaine qui au total fait environ 400 hectares et on a un peu plus de 40 hectares de vignes répartis sur 77 parcelles. Donc déjà, on a un patchwork de cépages et après un patchwork de terroir et de climat, quoi. C'est vraiment très particulier. C'est un domaine un peu à part qui donne une configuration au vin différente de ce que l'on peut trouver ailleurs. Il y a des quartiers, il y a le quartier des Blacs, il y a le quartier de Cabas Sud, il y a le quartier des Brunets, le quartier Saint-Jean. Bon, le cépage roi, ici quand même, c'est la Grenache et c'est la Grenache en rouge. On est dans une région de Provence où tout le monde rêve de rosé. Et notamment ici sur cette montagne Sainte-Victoire, les rouges viennent très bien. Et même avec des tanins très doux et douces, ça donne des très grands vins. On est un domaine, comme vous pouvez le constater, où on tolère aussi de l'herbe. La philosophie, c'est de revenir de tout en bio. Et c'est vraiment une philosophie et non pas un acte commercial. On ne va pas communiquer dessus sur nos bouteilles. C'est vraiment par rapport au respect de l'environnement. Nous voilà dans l'endroit le plus secret de Grand-Boise. Nous sommes dans le chai, nous sommes dans l'antre, là où on va affiner et vinifier nos vins. C'est ici où je vais pouvoir vous parler un petit peu de ce que vont être les parcelles qu'on a vues ce matin et comment elles vont être élevées, digérées dans ce bois qui est quelque chose de magnifique. Il va se passer une magie, une fusion. Le vin va être élevé, affiné, va s'adoucir dans ses barriques. Et la grande philosophie que l'on a, nous, ça soit le bois soit le support du fruit. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que, même si c'est du bois neuf, le bois domine le vin. C'est une palette aromatique, c'est exactement comme un peintre qui peut avoir et faire plusieurs couleurs et des couleurs nuancées. Et donc toutes ces palettes aromatiques différentes entre de la Syrah, de la Grenache, entre ce qui est au nord, ce qui est au sud, avec les âges des vignes, nous permet de construire aussi bien au niveau des blancs qu'au niveau des rosés, qu'au niveau des rouges, des vins qui soient assez complexes, avec beaucoup d'élégance et de finesse. Ce sont des vins plaisir avant tout, et comme je l'ai dit, pour nous, ce qui compte, c'est l'équilibre. On n'est pas dans la surextraction ou dans les vins bodybuildés et très puissants, de la même façon que dans l'utilisation du bois. Nous, notre idée du vin, elle est que le bois soit le support du fruit, et que ça ait beaucoup d'élégance et de finesse, et que ça soit surtout un cadeau, une offrande pour le consommateur et que le consommateur y prenne beaucoup de plaisir.
Après cette petite escapade ensoleillée, je retrouve Olivier en cuisine. Bonjour Laetitia. Bonjour, avec j'ai un pinot noir et j'aimerais savoir ce que tu vas me cuisiner pour aller avec ce vin. Donc pinot noir de Bourgogne, donc ça va être un vin léger. Donc j'ai choisi pour accompagner ça de faire donc des petites cailles avec une petite farce aux chanterelles foie de volaille. Et ensuite on va accompagner de petites rattes qu'on va faire bouillir après rôtir au beurre. Voilà. Bah, ça a l'air très bon. Rapide, de simple et d'efficace. Bon bah c'est parti, on y va? Allez, en avant. Donc pour faire une petite farce, on va juste détailler un peu les oignons. Hop là. Donc on va mettre les oignons en cuisson déjà avec un petit peu, les faire dorer un petit peu. Donc là les oignons un petit peu dorés, on va rajouter les chanterelles pour les faire cuire. Hop là. Voilà, un petit peu de persil qu'on mettra à la fin pour la farce. Après donc on va détailler un petit peu les foies de volaille qu'on va mettre en cuisson après une fois que ce sera un petit peu. Laetitia, si tu veux bien juste un petit peu me mélanger avec ça, ouais, pour que ça crame pas trop, s'il te plaît. On va rajouter les foies de volaille, parce qu'en fait, le truc c'est de cuire un petit peu la farce, parce que comme la caille est une cuisson assez rapide, il faut quand même pré-cuire un petit peu la farce. Voilà. Allez. Donc là, on voit que le mélange oignon est déjà bien coloré. Je rajoute un petit peu de chapelure. Pourquoi tu rajoutes les chapelures? Ben, comme ça va tenir un peu le gras, voilà, parce que les gésiers, tout ça va redonner un petit peu de gras. Les chanterelles vont finir dans un tout petit peu d'eau. Donc il faut garder de la consistance, un petit peu de chapelure. Donc pour rajouter un petit peu de tenue aussi, je vais rajouter un petit peu d'œuf, donc blanc et jaune. On va peut-être pas tout mettre parce que là on prépare juste 2 petites cailles. Moi je mets un petit peu de persil. Voilà. Voilà, le but c'est que après, selon vos idées, vous pouvez flamber un petit peu au porto-légésier, mettre un tout petit peu de vin, mettre des champignons différents. On peut faire ça avec des cèpes, avec des girolles. Voilà, à partir de ça, c'est valable pour plusieurs types de champignons, pour plusieurs types de petites volailles aussi. Voilà. Donc là, on va partir nos petites cailles. Comme ça? Voilà. Et là, tu pousses dedans. Voilà. Bon. Ouais, n'hésite. Pas très doué, mais... Avec le dos de la cuillère, ça va un petit peu mieux. Voilà. Voilà. Donc là, on va attaquer la cuisson à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Et ensuite, on les finira au four pour les dorer. Et donc là, on va enfourner à 180 degrés pendant une petite dizaine de minutes. Et on a cuit environ 10 minutes à l'eau bouillante les petites rattes pour les pré-cuire. On va les finir pour les dorer à l'huile avec voilà, une petite préparation de persil, de cébettes. Et on finira voilà, juste pour donner un petit peu de goût avec le reste de farce qu'il y a. Donc le petit reste de farce, c'est dommage de gâcher, ça va donner un petit peu de goût, ça va rappeler ce qu'il y a dans la caille, donc ça va équilibrer un peu les saveurs. Voilà, un petit peu de persil et de cébette, ça va me donner un petit peu de vert et de craquant. Donc là, nos pommes de terre sont prêtes, les cailles aussi, donc on va se lancer au dressage. Allez. Donc là, voilà, une caille, ouais, on va la mettre là, comme ça, une caille. Et après, donc les 2 petites pommes de terre, je mets là comme ça. J'en mets combien? Oh, bah après, c'est à ta convenance. Hein. Moi, je pourrais tout mettre. Hein. Bon, bah, elle est à table. Hein. Ben voilà, on n'a plus qu'à ouvrir la bouteille, se servir un verre de vin et déguster ça. Ce sera parfait. Et pendant ce temps-là, nous prendrons un peu de hauteur pour une visite des vignobles de Saint-Verny dans le Puy-de-Dôme en hélicoptère. Les vignes vues du ciel, c'est tout de suite.
citernes, c'est les puits, c'est les volcans. Donc, et sur les volcans, alors, il y avait l'élevage sur les sommets, donc en particulier les moutons, les vignes sur les pentes, et dans la plaine, c'était les céréales ou les autres cultures. Aujourd'hui, le vignoble est beaucoup plus petit. On est passé à, en gros, un vignoble de 700 hectares qui vient d'être reconnu à Aussay depuis cette récolte qu'on est en train de ramasser, la récolte 2011. Voilà. La cave est le même. La cave, c'est une cave qui a été fondée en 1950 par des vignerons qui se regroupaient, qui avaient des petites productions, ils étaient nombreux, et donc qui existent depuis cette date-là. On appelle ça la boutique. Dans la culture de la cave, on appelle ça la boutique. Mais alors donc on y vend bien sûr les vins de la cave, on y vend aussi quelques produits régionaux. On peut venir les déguster. Il y a aussi des visites de chais qui sont organisées. En été, je dirais, c'est un peu entre guillemets permanent parce qu'il y a une clientèle touristique qui est assez nombreuse et qui passe. Il n'y a pas de visite de chais pendant les vendanges parce que l'activité fait que, je dirais, c'est pas très facile de faire des visites à ce moment-là, mais le reste du temps, il n'y a aucun problème. Je ne suis pas auvergnat d'origine, j'ai découvert cette région, j'ai découvert le vignoble, etc., mais j'ai découvert aussi la région. Et c'est une région qui est, je dirais, qui a tout pour faire de l'œnotourisme. Il y a à la fois du vignoble, bien sûr, parce que pour faire œnotourisme, il faut avoir des vignes et des vins, ça c'est la première chose. Il y a une nature extraordinaire, avec la chaîne des puits, avec les lacs, voilà, donc, qui permettent des randonnées. Mais il y a aussi des lieux extraordinaires en termes de culture, des châteaux monumentaux et magnifiques. Il y a les ruines de Coran, donc, qui sont je dirais, en fait, les premiers signes d'une civilisation gauloise qui était beaucoup plus raffinée que ce qu'on peut le penser et qui avait un culte du vin relativement fort et extraordinaire. Et il y a des villages vignerons, donc comme les villages de Coran, comme les villages de Boude, une architecture souvent en relation d'ailleurs avec le volcanisme. On a je dirais ces fameuses pierres de basalte noire qui ornent les façades, enfin, etc. Donc quelque chose d'assez intéressant. C'est une région surtout de balades. Alors les balades, on peut les faire à pied, on peut les faire en vélo, on peut les faire à cheval, on peut les faire en voiture. Mais je crois que l'œnotourisme doit s'organiser autour de ça et des magnifiques paysages et lieux qu'il y a dans cette région. Et voilà, Entre les vignes, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Je vous emmènerai en Champagne pour découvrir Laurent Vauversin, un jeune vigneron de 23 ans qui a beaucoup d'idées pour son domaine. Puis nous ferons la visite du Mas des Flausières au pied du Mont Ventoux, le terroir de Gigondas et Vaqueras. Et évidemment, nous retrouverons Olivier, notre chef, Guilherme, notre sommelier, et Jacques, notre spécialiste. Alors bonne semaine à tous. Lac. Ok. Troisième. Salut Guilherme. Bonjour Laetitia.